Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau Mardi de l'Agri. On va parler ce matin des agritech en Irlande. Comme vous le savez, hein, la nécessité d'être plus durable dans tous les secteurs, d'ailleurs, pas seulement uniquement en agriculture. Cette nécessité d'être plus durable, associée à la croissance démographique, ça exige un niveau plus élevé de production des activités agricoles, notamment. Donc, en conséquence, il y a une adoption toujours croissante de la technologie dans l'agriculture. Et cette tendance, vous le savez, elle devrait s'accélérer à mesure que les technologies deviennent plus résilientes dans les environnements agricoles. Donc, ça crée des opportunités de croissance pour les agritech sur de nombreux marchés, et notamment en Irlande, c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, il y a vraiment un marché en attente pour plus d'efficacité et plus de conséquences durables donc sur le marché agritech, là en l'occurrence. Il y a des opportunités pour les entreprises bretonnes. On va balayer tout ça ce matin. Et tous ces points, on va les aborder grâce à Sébastien qui est avec nous. Sébastien, bonjour, merci de nous consacrer du temps. Bonjour Karen, avec plaisir. Sébastien fait partie de la société, directeur de la société En Route Consulting. C'est l'un de nos partenaires agréés à l'étranger depuis plusieurs années déjà, donc basé en Irlande. Merci beaucoup Sébastien de partager ton expertise et d'avoir préparé cette présentation pour nos participants ce matin. J'aimerais remercier aussi chaleureusement Alexander Arpino, qui est directeur général de Insights DBM. Merci beaucoup, Alexander, de nous consacrer votre temps précieux. Vous allez témoigner, partager votre expérience, votre vision terrain ce matin avec les entreprises bretonnes qui sont connectées. Bonjour Karen, et je suis très content de pouvoir assister. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je ne vous présente plus ma collègue Isabelle, votre chargée d'affaires agri à BCI. Bonjour Isabelle. Bonjour Karen, bonjour à tous. Merci de vous être connectés ce matin. J'espère que tout ce qu'on va vous apporter comme information vous sera utile pour justement vous focaliser un peu plus encore sur l'Irlande. À votre disposition en tout cas. Merci Isabelle. Alors, comme d'habitude, dans le déroulé du webinaire, il est simple. Ce webinaire, c'est le vôtre, c'est votre moment privilégié pour échanger avec les experts que vous avez en face de vous. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole quand bon vous semble, à rebondir sur les propos de Sébastien ou sur les propos d'Alexander. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos expériences, que ce soit des success stories d'ailleurs ou des écueils que vous auriez pu rencontrer. Il est toujours bon de partager avec les autres participants vos expériences et puis également votre vision terrain. Donc, on n'attendra pas la fin pour les questions-réponses. Je préfère prendre les questions au fil de l'eau. Ça dynamise un peu plus aussi le webinaire. Donc, n'hésitez pas à activer vos micros ou à écrire vos questions dans le petit chat conversation. Le webinaire est enregistré, pas de panique sur la prise de notes. Vous aurez à la fois la présentation en PDF et le replay disponible sur BCI Info. Je vous enverrai un mail le moment venu pour vous prévenir lorsque ce sera en ligne. Un petit mot au sujet de notre partenaire sur ces Mardis de l'Agri. Depuis presque 2 ans maintenant, vous savez, on organise ces Mardis de l'Agri en partenariat avec le SPAS. Donc, merci au SPAS d'être toujours partenaire de ces webinaires. On va rentrer dans le vif du sujet. Avant cela, je vais faire un petit focus sur deux services de BCI. Je vais passer très brièvement donc sur toutes ces diapos qui présentent nos services. La plupart d'entre vous, vous nous connaissez déjà. Et comme vous aurez à votre disposition la présentation, je ne m'étends pas là-dessus. Je préfère qu'on rentre rapidement sur le sujet qui nous intéresse ce matin. Néanmoins, je n'ai plus de souris. Hop, voilà. Néanmoins, j'aimerais juste faire un petit point sur cette diapo, sur ce service qui s'appelle Suppliers from Bretagne. Certains d'entre vous sont déjà peut-être inscrits sur cette e-vitrine. C'est gratuit pour les adhérents de BCI. Je vous invite vraiment, vraiment à revenir vers nous si vous n'y êtes pas, inscrits. Cette plateforme, elle a vocation d'attirer le regard des acheteurs, des décideurs, des investisseurs étrangers pour acheter vos produits, vos services. C'est vraiment une e-vitrine qui a fait ses preuves. Hein. Il y a des ventes qui ont été générées depuis la mise en ligne de ce service. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Isabelle ou vers moi pour vous inscrire.
Vous savez que vous n'êtes pas obligé d'être adhérent à BCI pour faire appel à nos services. Néanmoins, il y a certains de nos services qui sont réservés exclusivement à nos adhérents. Suppliers from Bretagne en fait partie. Donc, si vous n'êtes pas encore adhérent, je vous invite vraiment à rejoindre les 1000 adhérents de BCI pour pouvoir notamment avoir accès à cette plateforme Suppliers from Bretagne. Le deuxième petit focus que je vais faire, vous ne serez pas surpris, c'est sur l'Open de l'International. Vous pouvez noter dans vos agendas le 3 juillet. Ce 11e Open se déroulera à Saint-Brieuc, comme l'année dernière, pour des raisons logistiques et des raisons d'économie de coûts. On a décidé de renouveler le 11e Open à Saint-Brieuc. C'est l'occasion pour vous de faire le tour du monde en une journée, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. On vous proposera des nouvelles activités, des nouveaux rendez-vous pendant cet Open, des forums networking. Vous aurez toujours la possibilité d'avoir des rendez-vous B2B avec des entreprises bretonnes et aussi avec des partenaires étrangers comme Sébastien. Si tu confirmes que tu seras à l'Open cette année à nouveau, Sébastien, parfait. Vous aurez des ateliers thématiques, évidemment, et puis un village de partenaires, une pitch zone, des moments d'échange de bonnes pratiques au travers de tables rondes, etc., etc. Donc, notez dans votre agenda, lundi 3 juillet à Saint-Brieuc. Le sommaire qui nous intéresse ce matin. Excusez-moi, j'ai une souris qui va moins vite que moi. Le sommaire pour ce matin, donc, on va vous faire un panorama de l'Irlande, hein. On va planter le décor. Sébastien va faire un panorama, dresser un petit panorama, une photo à l'instant T macro de l'Irlande. Il va nous faire aussi un panorama sur l'agriculture irlandaise. Et puis, on rentrera vraiment dans le cœur du sujet de ce matin, c'est-à-dire le secteur des agritech. Et puis enfin, Alexander nous fera l'honneur de témoigner, de partager sa vision terrain concernant les agritech en Irlande. On démarre, je vais te laisser la parole, Sébastien. Oui, merci. Merci Karen. Ma souris veut bien me suivre, encore une fois. La parole est à toi. Merci. Alors, plus qu'un panorama, je pense que ça va plutôt être un descriptif très, très général. Je ne vais pas forcément rentrer dans beaucoup de détails, que ce soit sur la présentation du pays, de l'Irlande comme pays, ou sur la présentation de l'agriculture, parce que ça a fait l'objet de webinaires précédents. Je revois dans les participants des gens qui ont déjà participé au précédent. Donc, ça va être plus, je dirais, peut-être plus un rappel qu'un panorama complet. Néanmoins, j'aime bien commencer toujours par une petite description de l'Irlande, une petite fiche pays, 2-3 points à noter sur l'Irlande. Donc là, je parle bien de la République d'Irlande. Donc l'Irlande, c'est un petit pays qui est à l'extrémité ouest de l'Union européenne. Ce n'est pas le plus petit pays d'Europe, mais c'est loin d'être le plus grand. En termes de taille, ça représente à peu près 2,5 fois la Bretagne, pour vous donner une idée. Donc, à l'échelle d'un pays, ce n'est pas très, très grand. Et nous avons seulement 5 millions d'habitants, donc c'est un pays qui n'est pas très densément peuplé non plus. 30% de cette population est concentrée dans la région de Dublin, ce qui fait qu'on peut qualifier l'Irlande de pays assez rural finalement. L'autre point qui ressort souvent sur l'Irlande, c'est l'Irlande est souvent présentée comme un pays avec une économie assez dynamique. L'Irlande présente très régulièrement des taux de croissance économique qui peuvent paraître élevés par rapport à ce qu'on connaît dans d'autres pays. L'Irlande était assez fière en 2020, après le Covid, d'être le seul pays de la zone euro à sortir une croissance positive cette année-là. Alors on sait bien que l'économie irlandaise est tirée vers le haut par les multinationales, notamment dans le secteur GAFA, secteur technologie, et ce chiffre cache toujours un petit peu une vérité un petit peu contrastée à l'intérieur du pays, mais c'est néanmoins une économie qu'on qualifie en général de résiliente et dynamique. Taux de chômage sous la barre de 5%, ça c'est quelque chose. Alors il y a eu des pics pendant la grosse récession des années 2010-2012, il y a eu un petit pic pendant le Covid, mais traditionnellement, on est sous cette barre des 5% de chômage en Irlande.
Et puis le dernier point, donc l'Irlande, la République d'Irlande, c'est un pays qui est relativement jeune en fait, puisque l'Irlande a obtenu son indépendance en 1922, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Indépendance qui a mis fin à 800 ans de colonisation britannique. Et sans rentrer dans trop de détails, un processus d'indépendance qui a abouti finalement à la séparation de l'île en deux entités. La République d'Irlande, qui occupe la plus grande partie de l'île, et puis donc la République d'Irlande, membre de l'Union européenne, et puis, quart nord-est de l'île, l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni. Alors, je ne vais pas trop m'attarder parce que je crois qu'Alexander a prévu de revenir là-dessus tout à l'heure, mais juste pour rappeler qu'il s'agit bien de deux pays différents. Il est préférable, dans la mesure du possible, d'éviter de confondre les deux et de bien garder en tête qu'il y a deux entités de pays différents. Diapositive suivante, merci Karen. Donc un petit mot sur le Brexit, c'est un petit peu un passage obligé. Forcément, l'Irlande, c'est le pays de l'Union européenne qui a été le plus impacté par le Brexit. On en a déjà beaucoup parlé dans les webinaires précédents. Plus touché que les autres pays. Pourquoi? De par sa position géographique, pour des raisons culturelles, historiques également. Le Royaume-Uni, ça a toujours été le partenaire économique, un partenaire économique très très important de l'Irlande. C'est son premier fournisseur de loin. Quasiment tout ce qui, en tout cas avant Brexit, tout ce qui arrivait sur le marché irlandais, une grosse partie transitait par l'Angleterre, par la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni, c'est également le deuxième client de l'Irlande après les États-Unis, donc vraiment un partenaire économique très très important. Le deuxième point qui est propre à l'Irlande, c'est le fameux protocole nord-irlandais, qui est en train de changer de nom d'ailleurs, j'y reviendrai. Ce protocole, c'est toujours un petit peu compliqué à expliquer, mais vous savez certainement, ce protocole, c'est cette partie des accords liés au Brexit qui avait pour but en fait de ne pas remettre une frontière physique sur l'île d'Irlande. Le Royaume-Uni n'a qu'une seule frontière terrestre avec l'Union européenne, c'est cette frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Donc aujourd'hui, cette frontière, elle existe, elle est quasiment invisible, on la traverse quasiment sans s'en apercevoir. Et ce que tout le monde voulait éviter avec le Brexit, c'était encore une fois de remettre une frontière physique au risque de raviver des conflits, des tensions, comme il y en avait eu en Irlande du Nord dans les années 70 à 2000. Donc ce protocole avait prévu finalement de décaler la frontière en mer d'Irlande. C'est là que les marchandises venant du Royaume-Uni étaient contrôlées avant d'entrer en Irlande. Ça donnait à l'Irlande du Nord un statut un petit peu hybride, à la fois partie intégrante du Royaume-Uni, mais également aligné sur certaines règles du marché unique. Bon, tout ça pour dire, le protocole a créé pas mal de difficultés. D'un côté, les Britanniques reprochaient au protocole justement de créer une scission au sein du Royaume-Uni. De l'autre côté, l'Union européenne voulait pouvoir s'assurer que les marchandises risquant de rentrer sur le marché unique soient contrôlées aux frontières. Les Irlandais, au milieu de tout ça, ne voulaient surtout pas d'une frontière physique sur l'île. Donc, il y a eu beaucoup de discussions qui ont eu lieu. Un compromis a été trouvé juste le mois dernier entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, on ne parle plus du protocole nord-irlandais, mais on parle de l'accord cadre ou du cadre de Windsor qui prévoit, entre autres, des voies d'accès séparées pour les marchandises venant du Royaume-Uni destinées à rester en Irlande du Nord et les marchandises susceptibles de rentrer sur le marché européen. Donc tout ça, c'est encore un petit peu compliqué, encore un petit peu neuf. On verra comment se passe l'application. Ça fera peut-être, Karen, l'objet d'un prochain webinaire, on verra bien. Mais c'est toujours, c'est vraiment, alors ça peut paraître peut-être un peu loin quand on n'est pas sur le terrain, mais c'est vraiment un fil rouge ici. Et puis le dernier point,
Je n'avais pas terminé. Merci. Le dernier point qui est particulier à l'Irlande, c'est ce qu'on appelle le pont terrestre. Le pont terrestre, on en a déjà parlé également, hein, c'est le fait d'utiliser la Grande-Bretagne, de traverser la Grande-Bretagne pour relier l'Irlande au reste du continent, pour le fret routier, j'entends. Hein, donc jusqu'au Brexit, c'était de loin le moyen privilégié pour faire transiter les marchandises. Ça représentait 150 000 camions par an qui faisaient le trajet Irlande vers le reste du continent. Évidemment, avec le Brexit, les choses ont été très nettement compliquées puisque du jour au lendemain, il a fallu mettre en place un certain nombre de formalités administratives pour passer les frontières. Je ne vais pas rentrer non plus là dans trop de détails, mais ça a franchement perturbé le trafic. Du coup, pour contourner un petit peu le problème, les opérateurs se sont organisés très rapidement dès le premier trimestre 2021 pour mettre en place de nouvelles lignes maritimes directes entre l'Irlande et le reste du continent. Donc les traversées ont été multipliées par 4 ou 5, je crois, en l'espace de 3 mois, notamment vers la France. Et aujourd'hui, on estime que plus d'un tiers du fret routier pour rejoindre le continent passe par ces liaisons maritimes directes. On peut passer à un mot très rapidement sur les relations Irlande-France qui sont et c'est pas nouveau, mais qui sont très bonnes. Un point sur le commerce bilatéral entre la France et l'Irlande. Donc, le commerce bilatéral entre la France et l'Irlande a évidemment fait un bond en avant depuis Covid. Il a pas mal augmenté. Je crois qu'on était à plus 21% l'an dernier, quelque chose comme ça. Mais c'est d'une manière générale un chiffre qui a été en augmentation constante depuis 2015. La France est le 3e fournisseur de l'Irlande, le 7e client de l'Irlande, tout produit confondu. Pour ce qui est des produits agricoles et agroalimentaires, la France est le 4e client et le 4e fournisseur. Alors, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on vend en Irlande? Donc, la France exporte en Irlande essentiellement du vin, des produits de la boulangerie, de la pâtisserie, du maïs et des produits pour la nutrition animale. Et de l'autre côté, la France importe d'Irlande essentiellement de la viande bovine, de la viande d'agneau et des produits laitiers. Voilà. Bon. Depuis le Brexit, il y a eu de gros efforts qui ont été faits de la part des deux pays pour rapprocher vraiment la France et l'Irlande. Vous voyez en bas de la diapositive le slogan qui est en fait affiché en gros sur la façade de l'ambassade de France à Dublin. Donc la France, votre voisin le plus proche au sein de l'Union européenne. Et au-delà des mots, c'était vraiment une vraie volonté de rapprochement entre les deux pays. À titre d'exemple, la France et l'Irlande ont signé ensemble en fin 2021 un plan d'action conjoint qui prévoit plusieurs choses, une coopération, un dialogue renforcé sur plusieurs domaines comme le climat, l'environnement, la recherche, l'éducation, la culture, etc. Donc vraiment une volonté de se rapprocher, d'unir les forces, qui s'est traduit concrètement, il n'y a pas entre autres, hein, mais qui s'est traduit au cours des derniers mois par l'ouverture d'un nouveau consulat général d'Irlande à Lyon, en France, et puis en Bretagne, l'ouverture l'an dernier d'un consulat honoraire dans le Finistère. Voilà pour la présentation très rapide du pays. À votre disposition, si vous avez déjà des questions sur ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit. Sinon, je vous propose de faire un petit tour très rapide, encore une fois, une description très brève de l'agriculture irlandaise en général. Il n'y a pas de questions parmi les participants, on peut passer au point suivant. N'hésitez pas, hein, encore une fois. Alors, on peut continuer. On continue. Alors, l'agriculture irlandaise, je vais présenter juste 3 points qui me semblent importants ou intéressants en tout cas pour décrire les caractéristiques de l'agriculture en Irlande. Le premier point, c'est que l'Irlande, c'est avant tout une terre d'élevage. Si vous avez eu l'occasion de venir en Irlande, vous avez certainement été frappé par ces étendues de verre à perte de vue.
L'herbe, ici, occupe 90% de la SAU, dont un peu plus de 50% en pâturage. Il faut dire qu'ici, on a un climat qui est très propice à la pousse de l'herbe. L'herbe pousse bien, c'est un petit peu comme ça qu'on se console du climat. Et donc, très naturellement, avec autant d'herbes, ce qui domine ici, c'est l'élevage de ruminants, en particulier les bovins qui représentent à peu près 70% de la valeur de la production. Alors, le secteur phare, le premier secteur ici, c'est de très loin, c'est la production de lait, qui est suivi d'assez près par la viande bovine, mais dans un contexte très différent, un contexte structurel très différent, même si l'Irlande produit à peu près 10% de la viande bovine de l'Union européenne. C'est un secteur qui fait face à des défis, notamment en termes de rentabilité. Ensuite, les autres productions animales arrivent assez loin derrière. On a ensuite le porc, le mouton et les volailles dans cet ordre-là, mais qui arrivent assez loin derrière la production de lait et la production de viande bovine. Les céréales ne représentent ici que 5% de la surface agricole. Alors, un peu plus de 7 millions de bovins, donc plus de bovins que d'habitants en Irlande, c'est la petite blague habituelle. On a le 4e cheptel bovin en Union européenne. Alors, 2 mots sur ce classement. Le premier mot, c'est qu'évidemment, on a gagné une place au classement depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais surtout, ce que je voulais souligner ici, c'est qu'on a eu une croissance du cheptel bovin, notamment laitier, très importante entre 2010 et 2020. Et en particulier, après 2015, après l'abolition des quotas laitiers, on est passé de à peine un peu plus de 1 million à 1,5 million vaches laitières après l'abolition des quotas. Donc, il y a eu une très forte augmentation de la production à ce moment-là. Et puis, l'Irlande, vous le savez certainement, c'est un modèle qui est basé sur la valorisation du pâturage, puisqu'on a beaucoup d'herbes, il s'agit d'en profiter pour bénéficier d'une alimentation à moindre coût. Et vraiment, ce qui est caractéristique de l'Irlande, du modèle irlandais, c'est de faire correspondre les besoins alimentaires du troupeau avec la pousse de l'herbe. Donc ici, quasiment tout le monde, ce que fait quasiment tout le monde, c'est le groupage des vélages. Alors j'entends en particulier pour les producteurs laitiers, évidemment. Groupage des vélages entre fin janvier et fin mars. Les vaches ensuite passent 250 jours dehors et les vaches sont taries en début de mois de décembre et on ferme la salle de traite pendant 2 mois l'hiver. Voilà pour caractériser très rapidement le système. Le deuxième point que je voulais rappeler ou que je voulais souligner en ce qui concerne l'agriculture irlandaise, c'est son importance, son poids dans l'économie irlandaise. Alors, l'agriculture, c'est le seul secteur indigène de l'Irlande. On a beaucoup ici de sociétés multinationales qui jouent un rôle très important évidemment dans l'économie. Je pense aux industries de la technologie, à la pharmacie, etc. Mais en termes de production qu'on appelle indigène, irlandaise, l'agriculture finalement, c'est le premier, quasiment le seul secteur. Donc c'est l'agriculture. Alors quand je dis agriculture, quand on parle d'agriculture en Irlande, on parle d'agriculture et d'agroalimentaire. On fait très rarement la séparation entre les deux. Ça fait partie d'un tout. Donc ce secteur, évidemment, est très important en termes d'emploi, en termes de contribution au PNB, et puis surtout en termes de contribution aux exportations. Il faut savoir que 90% de ce qui est produit en Irlande, 90% de la production de viande, 90% du lait est exporté. En fait, l'Irlande produit suffisamment de lait et de viande pour nourrir à peu près 7 fois sa population. Donc,
l'exportation ici, c'est également une nécessité. Et puis pour illustrer un petit peu cette histoire de poids de l'agriculture dans l'économie irlandaise, j'aime bien rappeler ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années, donc dans les années 2008-2012, pleine récession économique après la crise financière. Donc là, l'Irlande avait été frappée assez durement. Et dans son plan de relance, à l'époque, l'Irlande avait mis le secteur agricole et agroalimentaire comme au centre du plan de relance, comme pilier du plan de relance, avec un slogan à l'époque qui s'appelait Back to the Roots, retour aux racines. Notamment, ce plan prévoyait d'augmenter la production pour doubler les exportations de produits agroalimentaires entre 2010 et 2020. Alors, j'ai déjà parlé tout à l'heure de l'augmentation du cheptel laitier après l'abolition des quotas, ça y a très fortement contribué, mais cet objectif de doubler les exportations à l'horizon 2020, en fait, il a été atteint dès 2018. Aujourd'hui, la stratégie a un petit peu évolué, mais les exportations de produits agroalimentaires restent l'un des fers de lance de l'économie irlandaise. Voilà. Et le troisième point que je voulais souligner, alors c'est un petit peu une conséquence finalement des deux premiers. L'agriculture aujourd'hui représente 37% des émissions de gaz à effet de serre du pays, donc ça paraît énorme. Encore une fois, il faut rappeler que comme il n'y a quasiment pas de tissu industriel ici en Irlande, donc forcément l'agriculture est au premier plan. On estime que 2/3 de ces 37%, ce sont en fait des émissions de méthane. Donc, vous voyez tout de suite la pression à laquelle fait face le secteur pour corriger le tir. L'Irlande a fixé un objectif en 2022, l'an dernier, après de longues discussions, a fixé un objectif de réduire ses émissions de 25% d'ici 2030. Alors l'Irlande travaille sur plusieurs axes prioritaires dans ce sens, qui incluent l'optimisation de la fertilisation azotée, l'optimisation de la gestion du pâturage, l'amélioration génétique des troupeaux, la santé animale, etc. Donc il y a tout un programme qui a été mis en place pour aller vers cet objectif de réduction. On sait déjà néanmoins que cet objectif reste très ambitieux et qu'il ne va pas être facile à atteindre. Et néanmoins, pour aller dans ce sens, et ça nous amène directement au sujet d'aujourd'hui, l'Irlande mise et compte beaucoup sur la technologie, alors aussi bien l'innovation technologique que l'adoption de la technologie par les éleveurs, pour parvenir à atteindre ces objectifs. Voilà les 3 points que je voulais aujourd'hui souligner pour décrire l'agriculture irlandaise. Merci Sébastien. Des questions peut-être avant qu'on aborde le sujet Agritech? Alors on continue. Alors l'agritech en Irlande, comme dans beaucoup de pays, vous allez me dire, c'est un secteur qui est en plein boom, en plein développement. On voit passer beaucoup de chiffres, donc c'est pas toujours beaucoup de chiffres qui sont pas toujours, qui disent pas toujours la même chose, donc c'est parfois un peu difficile d'essayer de chiffrer un petit peu ce qui se passe. Je me suis arrêté sur une étude qui avait été réalisée en 2020, donc c'est peut-être plus complètement à jour, mais ça donne une idée néanmoins. Et c'est une étude qui avait été effectuée sur un échantillon d'agriculteurs et qui estimait en 2020 que un peu moins de la moitié des agriculteurs disaient utiliser une forme de technologie. Alors évidemment, quand on dit une forme de technologie, on ne sait pas forcément non plus de quoi on parle, mais néanmoins, un peu moins de la moitié des agriculteurs intégraient déjà de la technologie sur leur exploitation, et 40% supplémentaires prévoyaient de le faire dans un avenir proche. Ce qu'il faut retenir, c'est que comme dans d'autres pays, comme en France, comme partout, je dirais, le taux d'adoption est en train de se développer à vitesse grand V.
Quand on interroge cet agriculteur en Irlande, ce qui ressort avant tout comme critère de choix, c'est de pouvoir gagner du temps. Pourquoi? Il faut savoir qu'on a une très, très, très forte pénurie de main-d'œuvre agricole aujourd'hui en Irlande. C'est vraiment quelque chose qui ressort comme problème en haut de la liste des problèmes auxquels font face aujourd'hui les agriculteurs. Et donc, les agriculteurs se tournent vers la technologie pour essayer d'y pallier. Et c'est sans surprise que lorsqu'on regarde un petit peu sur le graphique, qui n'est peut-être pas très lisible sur l'écran, quels sont les types de technologies qui sont soit utilisées ou que recherchent à court terme les agriculteurs, les éleveurs. On retrouve tout ce qui permet de simplifier les démarches administratives en particulier, système pour enregistrer les naissances, identification animale, système de gestion de troupeaux, caméras de surveillance, etc. Donc, la demande, à travers le taux d'adoption, la demande est en train de se développer très, très rapidement. L'offre sur le marché irlandais également est en train de se développer très, très rapidement. À côté des sociétés, des sociétés de renommée internationale, on va dire, dont vous connaissez certains noms, on trouve vraiment un vivier de start-up qui est en train de se développer en Irlande. Alors là, encore une fois, c'est très difficile à chiffrer. On voit passer des chiffres différents qui vont du simple au double, de 50 à 100 start-up dans l'agritech aujourd'hui en Irlande. Je pense qu'on est peut-être plus près des 50 que des 100, mais il faut aussi ramener ce chiffre à la taille du pays. Ce qu'il faut retenir, c'est que le secteur est en train de se développer, très très rapidement également. Ce développement est supporté évidemment par l'État, par la recherche universitaire, par des investisseurs étrangers également, puisque plusieurs investisseurs de l'agritech, notamment américains, ont basé leur bureau européen ici en Irlande. Et dans ce contexte, si on passe à la diapo suivante, l'Irlande a une ambition très très forte, très claire et nettement affichée en ce qui concerne l'agritech, c'est de devenir l'île de l'agritech. Alors, comment c'est présenté? Deux choses, très simplement. L'Irlande dit, nous avons une tradition agricole très très forte. D'un côté. De l'autre côté, nous avons une forte expertise dans la technologie. L'Irlande est souvent considérée comme la Silicon Valley européenne. Alors la Silicon Valley n'est peut-être pas forcément en grande forme en ce moment, mais l'Irlande est très souvent comparée à la Silicon Valley européenne. Un très grand nombre des grandes sociétés internationales ou américaines de la technologie sont implantées ici. Donc l'idée de l'Irlande, c'est de dire on va combiner notre expérience agricole et notre expertise technologique pour devenir un leader international de l'agritech et faire de l'Irlande l'île de l'agritech. Et c'est intéressant de noter que quand on parle de l'île d'Irlande, ici, on ne fait plus la différence forcément, enfin, on ne fait plus du tout la différence entre la République d'un côté, l'Irlande du Nord. On parle bien d'un projet commun pour l'ensemble de l'île d'Irlande. Donc, dans ce contexte, dans le cadre de cet objectif, de cette ambition, le secteur est encore une fois en plein développement en ce moment, en train de s'organiser, de se structurer. Alors, je voulais juste mentionner une association, parce que je pense qu'il est intéressant pour vous de la connaître si vous allez en Irlande ou si vous y êtes déjà allé, vous allez très certainement tomber sur cette association qui s'appelle AgTech Ireland, association qui a été créée en 2021, donc c'est tout récent, hein, pour promouvoir justement le développement de l'agritech en Irlande et qui se positionne comme le point de contact unique et le relais entre tous les différents acteurs de l'écosystème agritech, que ce soit en Irlande ou que ce soit à l'international. Donc encore une fois, je les mentionne parce que je pense que c'est une association qui est intéressante pour vous à connaître. Les gens
j'ai eu l'occasion de discuter avec eux, sont très ouverts, ils sont disponibles si vous avez besoin de rentrer en contact avec eux. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Ils peuvent faire le pont, Sébastien, avec des entreprises irlandaises, avec éventuellement, il serait possible de collaborer, de créer des partenariats, etc. Absolument, oui. Alors, pour être très clair, Actech Ireland, son but, hein, c'est de promouvoir le développement du secteur agritech irlandais. Et bien sûr. D'accord. Mais en même temps, ce sont des gens qui sont très ouverts, très faciles d'accès. Et le président de Actech Ireland me l'a confirmé il y a quelques semaines. Ils sont tout à fait disposés à faciliter des échanges ou des prises de contact entre des sociétés bretonnes et irlandaises. Là, c'est vraiment une association, c'est pas un cluster. Non, c'est une association. C'est une association qui représente ses membres. Alors, lorsque l'association a été créée en 2021, ils avaient une dizaine de membres seulement. Là, aujourd'hui, ils sont à 60 et continuent vraiment c'est une association qui est vraiment en train de prendre de l'importance. D'accord. Ce que j'avais vu en faisant quelques recherches sur le net, il existe un cluster aussi qui s'appelle Agritech Ireland. Agritech, donc qui est plus dans le sud-ouest du pays. Alors, je n'ai pas voulu faire la description de tous les organismes qui existent au sein d'Irlande parce que c'est très long, c'est très compliqué. Mais effectivement, à l'intérieur du pays, il y a une organisation par cluster qui intègre les sociétés, qui intègre les grandes universités, qui intègre des sociétés de la région, des startups, etc., les organisations gouvernementales de la région. Tous travaillent ensemble pour développer l'agritech, mais les clusters se concentrent en général sur des régions. D'accord. Des questions sur cette association? Ou on passe au point suivant? Donc voilà, c'était juste pour illustrer et terminer cette présentation très rapide. Alors là, ce sont justement les adhérents de l'association Actech Ireland. On y retrouve à côté des sociétés multinationales dont vous connaissez certainement certains noms puisqu'ils sont actifs en France, un grand nombre de startups. On y retrouve également des universités, des investisseurs étrangers, notamment américains. Voilà. Je vous propose de vous laisser jeter un coup d'œil lorsque vous aurez la présentation. Beaucoup de choses différentes en termes d'application, mais cela vous permettra d'avoir une idée de ce qui existe déjà sur le marché irlandais. Et puis on retrouve toute cette liste de membres, je présume, sur le site web de l'association, de toute façon. Absolument, oui. Cette page en vient. Donc, voilà. Voilà. Je te laisse conclure avant de passer la parole à Alexandre. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui pour faire un portrait très très rapide de l'agriculture en Irlande et le secteur agritech en particulier. Maintenant, je propose de laisser la parole à Alexander qui va donner, à partir de son témoignage et de son expérience du marché irlandais, quelques commentaires, conseils sur la façon de l'aborder. Merci beaucoup, Sébastien. Merci Sébastien. Et merci Alexander. Le micro est à vous. Merci beaucoup. Alors, si on peut passer peut-être à la premier slide là. Donc comme vous l'avez compris, donc vraiment ces quelques minutes là, c'est vraiment une expérience personnelle d'avoir créé et développé des clients, des business depuis la France vers l'Irlande. Et donc, j'ai quelques slides à vous montrer pour montrer un petit peu mes expériences personnelles et comment ça s'est passé en fait. Vous pouvez peut-être, Alexander, expliquer brièvement dans quel milieu vous évoluez, quelle est l'activité en deux mots de votre société? Bien sûr. Je pense que c'est sur le slide suivant en fait. Donc voilà. Donc on est une société fondée en 96. Donc on est basé à Nantes et à Ploufragan en Côte d'Armor. Donc on était une société vraiment spécialisée dans le traitement de données de santé animale et d'élevage. Donc
Ça fait 25 ans depuis qu'on travaille dans ce secteur-là. On reste petit, on est 11 employés. On est une filiale depuis 2019 d'une société anglaise qui elle-même est une société japonaise qui s'appelle Carus Animal Health. Ça s'est passé en 2019. Donc, je suis un des fondateurs de DBM et j'ai eu la chance de pouvoir rester à DBM pour faire des choses intéressantes. Nous exportons nos services dans plusieurs pays européens, dont l'Irlande, bien sûr l'Angleterre aussi, et l'Espagne, l'Allemagne, etc. Donc, il y a pas mal de pays avec qui on travaille. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de l'Irlande. Donc, si on passe, voilà, merci. Donc, comme l'a déjà expliqué Sébastien, en fait, l'île de l'Irlande, c'est une île, mais c'est vraiment ces deux pays. Et ils sont très fiers de leurs différences culturelles, nationales, et vraiment, je pense que vous l'avez déjà dit, Sébastien, mais il ne faut jamais confondre les Irlandais du Nord avec les Irlandais de la République. Ça, ça peut provoquer des histoires. Euh, Ils ont tous les deux des très forts secteurs de l'agritech, mais par contre, ils ont deux monnaies complètement séparées, donc l'euro et la British Pound. Et comme l'a expliqué Sébastien, Brexit continue d'être un facteur très important. Ça, même aujourd'hui, même avec le fameux Windsor Protocol, on ne sait pas encore comment ça va se terminer, mais au moins on voit un futur qui est meilleur que celui qui existait avant. Donc, avec un petit peu d'espoir, avec un peu de chance, ça va bien se terminer. Donc, si on passe à la suivante. Alors, je ne voulais pas passer trop de temps sur les chiffres, mais il y a quand même des choses intéressantes ici. Alors, énormément de bétail, plus qu'il y a dans l'île, qui est assez extraordinaire. Sont un petit peu, sont moins récents que celles de Sébastien, qui explique peut-être la petite différence entre le nombre de vaches ici et là, mais c'est une question de 5 ou 7%. Mais comme vous voyez, c'est de loin, c'est le bétail. Ensuite, moutons, volailles, c'est surtout le volaille est très concentré en Irlande du Nord. Ça fait partie d'un secteur important avec des groupements britanniques qui sont aussi en Irlande du Nord. Et sinon, la chose intéressante que moi j'ai toujours trouvé vraiment, c'est exceptionnel en fait, c'est le nombre d'exploitations. 137 000 fermes, 137 000 fermes qui se trouvent en Irlande, en la République, et encore 26 000 en Irlande du Nord. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont très, très, très petits. Et ça, je connais beaucoup de personnes en Irlande qui ont quelques vaches. Et quand je dis quelques vaches, c'est à côté vache. Mais l'inverse est aussi vrai. Donc, c'est quelque chose qui passe du très familial à l'international dans une très grande échelle. Alors, si on passe à les... Voilà, alors je voulais déjà vous expliquer un petit peu les clients avec qui on travaille en Irlande. Donc, pour nous, c'est principalement des industries de la santé animale, donc vétérinaires ou agtech. Et nos clients en Irlande sont, je les catégorise en trois, en fait. Donc, il y a un groupement de laboratoires pharmaceutiques. Et là, c'est depuis les années 80 que l'Irlande a vraiment fait une forte... ils ont vraiment, comment dire, prioritisé des industries de pharmaceutiques dans ces secteurs. Et c'est peut-être le hasard, peut-être la bonne chance, mais il y a maintenant des grands acteurs pharmaceutiques dans la santé animale qui sont basés en Irlande. Donc des laboratoires comme Vimeda, comme Norbrook, comme Chanel,
Forte. Ce sont des laboratoires irlandais qui se sont développés ces dernières années et qui ont une forte présence maintenant dans le secteur européen et international d'ailleurs. On travaille aussi avec des cliniques vétérinaires et nous avons aussi des clients qui sont dans le secteur de... Alors, je le décris comme oligo-aliments. C'est surtout pour des feed additives pour le bétail, pour les élevages de moutons qui sont là. Donc, ce sont principalement ces trois types de sociétés avec qui on travaille. Et les choses qu'on fait, alors, c'est assez spécialisé, mais nous faisons des traitements d'information. Donc, si je peux vous donner un exemple, nous recevons des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, et même des fois des millions de lignes de données qui viennent de sources diverses. Ça peut être des fichiers de vente, ça peut être des informations de part de marché ou même des achats d'élevage. Et nous, c'est notre métier, en fait, c'est de transformer tout ça en informations qui deviennent des informations pertinentes à l'industrie du client. Donc, c'est un système d'enrichissement de données en les traitant. Et de ça, on sort des tableaux de bord, on sort des services de gestion, on sort des outils de CRM, on sort des outils qui aident aux élevages et aux cliniques vétérinaires d'être conformes dans les normes. Donc, c'est vraiment notre secteur qui marche pour nous et qui a, depuis un petit moment, on a des clients en Irlande. Alors, si on peut passer sur la slide suivante, merci. Alors, donc, c'est un petit pays, mais une très forte éthique de travail. Ce sont des gens, si on propose un breakfast meeting, ça va être à 7h30 du matin. Ce sont des gens qui si vous sortez avec eux le soir, ça continue. Et ce sont des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Alors, c'est peut-être une stéréotype, mais je l'ai toujours senti comme ça. Et ce sont des gens qui vraiment ce sont des sérieux, en fait, si je peux utiliser l'expression. Donc, pour des raisons, d'ailleurs, c'est peut-être une explication des slides de Sébastien, là. Les clients avec qui on travaille sont à la recherche de solutions qui vont leur permettre d'être plus efficaces. Donc, ce ne sont pas des gens qui cherchent du low cost, vraiment, c'est des solutions qui leur permettent de faire plus avec moins. Et si on met ça avec les informations qui montrent qu'il y a quand même une réduction de gens qui travaillent dans l'agtech, ça va expliquer un petit peu pourquoi les services comme ce qu'on propose dans l'industrie est reçu assez bien. Donc, ce sont et de mon côté, j'ai eu une volonté d'investir dans des solutions techniques pour augmenter la production, mais aussi pour augmenter la capacité de faire les choses. Et ça, c'est quelque chose qui je pense que c'est de mon point de vue, c'est un des points les plus importants à retenir. Il faut aussi, alors je vais revenir sur l'écran, merci. Ces dernières années, l'Irlande a bénéficié aussi de beaucoup d'investissements, surtout dans le réseau Internet. Ça aide beaucoup, sachant que le réseau routier reste un petit peu des années 70, mais tout ce qui marche pour la technologie marche très bien maintenant. Ça fait toujours plaisir quand je passe en Irlande que je n'ai pas les problèmes que j'ai souvent en Angleterre, un manque de 4G par exemple. Là, c'est de la 4G quasiment partout en Irlande, même dans le Midlands. Et un autre point qui est probablement, alors ça peut
ça peut être un petit peu contrariant, mais j'ai l'impression que surtout la nouvelle génération de propriétaires d'entreprises sont vraiment des gens qui sont, je ne sais pas si c'est une question de nécessité ou une question de volonté, mais ce sont des gens qui prennent la technologie. Ils attendent que la technologie soit présentée chez eux et que c'est vraiment, c'est pas la réaction de l'ancienne génération qui aurait été un petit peu méfiante. Donc, vraiment, ce sont des gens qui vraiment attendent les solutions techniques pour les aider. Alors, on va passer au slide suivant. Alors, moi, j'ai un désavantage. Alors, je suis anglais. Et ça veut dire que pour la première rencontre, il y a toujours un petit élément comment dire, de relations anglaises, irlandaises qui ne sont pas nécessairement les meilleures. Alors, pour vous dire, c'est une histoire longue et pas très jolie. Il y a 400 ans, il y avait Oliver Cromwell, donc comment dire, le leader de l'Angleterre qui a carrément essayé de faire un génocide en Irlande. C'était affreux. Les gens se souviennent toujours. Et donc, il existe toujours un sentiment de ne pas vouloir céder aux Anglais. Ça se comprend. Il faut juste un petit peu de patience, surtout pour les Anglais, et vraiment entrer dans le côté relationnel. Niveau perso, je pense que ça prend une question, il faut plusieurs rencontres. Quand on rencontre un client pour la première fois, ça prend 6 à 9 mois pour établir une relation et pour devenir fournisseur à nos clients en Irlande. Une fois qu'on est établi, ça se passe très bien. Mais c'est comme chez tout le monde, il faut quand même faut travailler fortement sur la partie côté relationnel. Alors, si on peut passer sur le dernier slide. Alors, quelques-uns des problèmes que les défis plutôt que j'ai rencontrés. Bon, déjà, j'en ai parlé un petit peu, le temps nécessaire pour établir un partenariat commercial. Il faut prévoyer beaucoup de rendez-vous en face à face ou via le web. Les deux sont parfaitement acceptables et je pense, comme dans beaucoup de situations, si on fait l'effort de prendre l'avion pour aller voir le client potentiel, ça ajoute toujours un petit peu à l'impact et à l'importance. Il est comme partout, souvent nécessaire d'avoir plusieurs réunions, différents niveaux de la hiérarchie de la société avec qui vous travaillez. En termes de challenges, les liaisons de transport ne sont pas vraiment top. Mes plus grands souvenirs de Dublin, par exemple, ce sont les embouteillages. Le matin, c'est difficile. C'est la même chose à Belfast. Donc, ça reste un problème global, je dirais. Mais par contre, pour y accéder, vous avez Dublin International Airport, très gros aéroport. Il y a aussi des aéroports de l'autre côté de l'Irlande. Et bien sûr, il y a aussi Belfast. Belfast, il y en a deux même. Il y a Belfast City et Belfast International. Et c'est quand même le pays de Ryanair. Et au nord aussi EasyJet. Donc, le low cost peut être assez facile. Et un dernier point là, je dirais que
les banques irlandaises sont très efficaces, mais il reste quand même assez... il faut négocier quand même les conditions de paiement. 60 jours, c'est la routine, et même plus, en fait. Donc, c'est peut-être parce qu'on gère avec des très grandes sociétés, peut-être parce que c'est juste la malchance, mais il faut rester ferme, il faut rester vigilant avec les paiements de facture. 60 jours, pour moi, ça peut faire la différence entre une bonne relation et une relation qui a toujours un risque, en fait. Donc voilà, je pense que j'ai un dernier slide. Donc oui, c'était mes petits points de finir. Donc merci, vigilance, merci. Donc, il faut toujours oublier, faut ne pas oublier que ce sont deux pays séparés. Il y a deux monnaies distinctes qui compliquent les choses et surtout les deux cultures. Donc, on garde ça en tête et ça se passe bien, toujours bien. Donc voilà, je vous souhaite good luck et merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexander, pour ce partage d'expérience. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Si vous n'en avez pas maintenant, n'oubliez pas qu'on est très réactif et que c'est très facile d'organiser des vidéos avec Isabelle, votre chargée d'affaires, et Sébastien. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Isabelle pour organiser des échanges en visio si les questions ne vous viennent pas tout de suite. Oui, Joachim, bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, j'aurais une question pour Alexandre. J'ai vu donc dans les trois typologies de clients qu'il y avait la nôtre, on va dire, donc fabricant de compléments alimentaires et d'alimentation pour les ruminants. Mhm. Et j'aurais voulu savoir de quelle manière vous collaborez avec ce genre de compagnie, quel genre d'informations vous pouvez échanger avec eux, jusqu'à où ça va en fait. Alors, c'est une société britannique qui s'est implantée en Irlande et qui, depuis l'implantation, a fait que disons que la société irlandaise est devenue plus grosse que la société anglaise. Et là, ils ont voulu qu'on les aide avec la mise en place d'un système de gestion de données, parce que leur modèle de vente, leur sales model, est en fait, ils ont une cinquantaine d'agents qui sont en contact direct avec les élevages. Donc, ils voulaient mettre en place un système de commission, un système de récupération de données pour les permettre de vraiment mieux contrôler, mieux comprendre et mieux cibler les clients pour les activités de marketing. Et j'ai une autre question, une deuxième question, mais cette fois, c'est plus pour Sébastien. Dans votre commentaire, à un moment donné, on parle des émissions de méthane. Hein. Et j'aimerais voulu savoir si les agriculteurs irlandais pouvaient avoir des subventions pour justement tout ce qu'ils mettent en œuvre pour pouvoir réduire ces émissions. Est-ce qu'il y a des aides qui sont en place Oui, il y a effectivement des programmes et des systèmes d'aide qui sont mis en place. Alors, il y en a plusieurs, je ne vais pas forcément tous les connaître dans le détail, mais un qui est d'actualité. En fait, vous savez vous savez peut-être pas, je ne sais pas, l'Irlande bénéficie depuis très longtemps d'une dérogation à la directive nitrate. Qui leur permettait de monter jusqu'à 250 unités d'azote, et c'est comme ça en fait qu'ils ont réussi qu'ils ont un peu réussi à augmenter ils ont augmenté le cheptel, les surfaces n'ont pas augmenté, ils ont poussé un petit peu le chargement et ils ont bénéficié de la dérogation à la directive nitrate pour atteindre les résultats que j'ai mentionnés tout à l'heure. Aujourd'hui, cette directive nitrate, elle est fortement remise en question. Elle a été renouvelée jusqu'en 2024 ou 2025, je ne sais plus. Elle est en cours de révision en ce moment. Tout ça pour dire que dans le cadre de cette directive nitrate, par exemple, il y a tout un tas
d'aides qui sont mises en place pour favoriser les agriculteurs qui mettent en place des solutions, des systèmes qui permettent d'aller dans le sens d'une réduction des émissions. Okay. Bon, merci. Merci pour vos questions, Joachim. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pas de questions? Alors, on va faire un petit point informatif sur une mission que l'on organise en partenariat avec Sébastien, bien sûr, une mission Agritech en Irlande qui se déroulera du 30 mai au 2 juin. Vous retrouverez toutes les informations sur cette présentation ainsi que sur notre site internet. Je vous redonnerai les informations dans le petit mail que je vous enverrai là d'ici demain ou après-demain. Tu peux nous en dire quelques mots peut-être, Sébastien, sur cette mission terrain, ou Isabelle, comme l'un de vous deux? Vas-y, Sébastien, vas-y, je t'en prie. Je reprendrai la parole cette fois. L'idée de cette mission, donc, c'est vraiment la continuité de ce qu'on a présenté aujourd'hui. Aujourd'hui, on a essayé de brosser un portrait très rapide de l'Irlande, l'agriculture et le secteur agritech en Irlande. Alors, on sait bien que le secteur agritech, c'est pas facile à décrire rapidement. C'est un secteur qui est extrêmement varié. Pour aller plus loin dans la connaissance de ce secteur, ce qu'on propose, c'est une mission sur place, tout simplement, pour aller rencontrer des acteurs, tout simplement du système agritech hollandais, organiser des visites, organiser des réunions B2B. Donc, l'ordre du jour final est encore en cours de finalisation. Il dépendra du nombre de participants, du profil des participants, et il sera adapté autant que besoin au profil des participants. Mais l'idée, c'est tout simplement ça, c'est de venir sur le terrain rencontrer des acteurs, que ce soit des sociétés, des startups, des centres de recherche, tout type d'acteurs, pour avoir une vision plus concrète de ce qui se passe ici. On prévoit d'organiser une soirée networking. Alors, on est assez fiers, on a eu l'accord des services de l'ambassade de France pour organiser une soirée networking à la résidence de l'ambassadeur de France, donc pour rejoindre l'utile à l'agréable, dans lequel on prévoit de faire une soirée networking également. Donc voilà, tout simplement venir sur le terrain, rencontrer des acteurs, repérer, identifier des possibilités de développement, des possibilités commerciales. Voilà, oui. Je rebondis sur ce que tu dis, Sébastien. C'est bien une mission qui a pour but de faire en sorte que les participants bretons rencontrent des interlocuteurs qui soient dans leur cible de clients ou de fournisseurs, ça peut être dans les deux sens. Ce n'est pas uniquement une mission collective d'intérêt général, quoi. Il y a une partie, bien sûr, collective, hein, comme tu l'as dit, par l'invitation de Monsieur l'ambassadeur. Mais voilà, c'est vraiment aussi un travail qui doit être fait en amont de ta part, hein, pour identifier pour chaque inscrit les partenaires irlandais potentiels. Donc, j'encourage les entreprises bretonnes à s'inscrire assez vite pour que l'équipe de Sébastien puisse travailler sur la préparation de cette mission au mieux. Effectivement, Isabelle, et ce qu'on a prévu, et c'est pour ça que la date limite d'inscription est assez rapprochée, c'est de pouvoir passer du temps, nous, en amont de cette visite avec chacun des participants, pour pouvoir mieux comprendre en fait les attentes et cibler l'organisation de cette mission en fonction des attentes des participants. On est vraiment dans une qualification de besoins pour adapter le programme collectif et individuel au sein de cette mission, aux attentes, aux desiderata et aux projets, quelle que soit votre maturité. Tout va être adapté et qualifié en fonction du profil de chaque société. Voilà. Ouais. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur le site web de BCI et puis sur cette présentation. Je vous ferai un petit lien. Et puis, évidemment, votre contact privilégié, si vous voulez d'autres informations, c'est Isabelle.
On arrive au terme de ce webinaire. J'ai un petit questionnaire à soumettre aux participants, si vous voulez bien. Il va s'afficher normalement dans le module conversation. Un petit sondage de 3 questions, c'est important pour nous d'avoir votre retour. Donc, je vous remercie de prendre vraiment la petite minute nécessaire pour répondre à ces 3 questions. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir. Merci. Merci Merci beaucoup. Alexander encore une fois pour votre participation. Merci Sébastien également. Le prochain rendez-vous mardi de la grille, eh bien, ce sera Kenya, Tanzanie le 16 mai prochain. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez toujours le faire évidemment via l'agenda du site web de BCI. Ton micro est coupé, Isabelle. Ton micro est coupé. Non, je voulais juste remercier encore Sébastien et Alexander pour leur participation, pour l'animation aussi de ce webinaire. Ce sont des informations vraiment importantes, hein, celles qui viennent du terrain aussi. Donc, ça permet voilà, de se familiariser avec une culture, même si voilà, l'Irlande est un pays voisine. Il y a quand même des façons de faire pour aborder les Irlandais dans le monde des affaires. Merci encore à tous. Merci beaucoup, Karen. À bientôt. Avec plaisir. Prenez bien soin de vous. Bonne fin de journée à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.